Bonjour à tous, merci d'être bien nombreux quand même pour la première formation ou conférence plutôt de la journée. Ma langue fourche sur formation parce que beaucoup d'entre vous le savent. Je suis formateur donc pour la Nikon School et je vais vous présenter sur cette petite heure quelques trucs et astuces. Je pense que beaucoup sont venus pour ça. Euh, les nouveautés également, technologiques, techniques, proposées par Nikon. Et un petit tour d'horizon un petit peu du système Z. Mon petit quiz, sondage m'a fait comprendre que vous étiez surtout des Nikonistes, donc probablement déjà équipés de boîtiers Nikon. Mais je voulais faire quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas encore tout à fait cette gamme et qui souhaiteraient des petits éclaircissements sur comment elle s'organise, revenir un petit peu quand même sur l'origine de cette nouvelle baïonnette, hein. Donc la révolution qui a eu lieu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a 7 ans, ça passe vite, avec l'arrivée du Z7. Donc c'était ce passage à une baïonnette surdimensionnée de 120 degrés d'angle d'ouverture, donc quelque chose qui était vraiment une révolution par rapport à la monture F. Et il y a 3 ans environ, est arrivé un nouveau cerveau. Alors, je dis souvent cerveau à la place de processeur parce qu'à mon sens, ces boîtiers sont devenus essentiellement des outils de gestion d'information, un peu, hein. Donc, au cœur, on va dire, du système se trouve ce processeur XPEED, donc qui a une longue histoire, hein, l'XPEED chez Nikon. Il est arrivé de mémoire en 2007 avec le D3, D300. Première XPEED. Et là, on en est à l'XPEED 7. Pour info, le Z6, Z7, premier hybride du système Z, était arrivé avec un XPEED 6. Je précise, voilà, un petit peu cette typologie de boîtier par rapport au processeur qui l'équipe. Ça peut paraître une entrée en matière très technologique et un peu rebutante. Aujourd'hui, en 2025, on parle plus de processeurs, etc. En fait, un peu si, parce que on va comprendre en fait beaucoup de choses sur le fonctionnement des boîtiers entre les différentes générations, en fonction tout simplement de la génération du processeur qui l'équipe. Et je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui ce qu'amène justement l'XPEED 7, qui partage donc sa puissance et ses capacités hors normes, hein, avec un certain nombre de boîtiers. En gros, on a mis le même cerveau dans différents corps d'objectifs, hein. Vous savez qu'en anglais, boîtier se dit body, hein, donc on a différents body possibles suivant finalement l'ergonomie, la légèreté, la compacité qu'on recherche. Mais il y aura un ensemble de fonctionnalités communes j'allais dire voir ensemble. On va pas tout voir évidemment, mais un peu les grands traits. Alors, très rapidement sur la gamme, comment elle est organisée. Celui qui a inauguré ce nouvel XPEED, cette nouvelle entrée vers des fonctionnalités de très haute définition associées à de la très haute rafale, des fonctionnalités également de connectivité très poussées, c'est le Z9, la bête, The Beast, hein, qui sait tout faire. Châssis monobloc, batterie dédiée, port Ethernet, enfin, voilà, c'est vraiment l'appareil qui fait tout, qui est un petit peu qui a l'embonpoint de ses capacités, on va dire, et qui peut en fait être dans la décision préférée au Z8. Ma phrase voulait dire le contraire, en fait. On peut préférer le Z8 en termes de compacité. Tout simplement, le Z8, c'est le Z9 compact. Donc, on n'a plus la structure châssis monobloc. On a affaire à un boîtier un petit peu plus compact et qui conserve en fait les mêmes specs, donc 45 millions de pixels, 20 images secondes en RAW, que propose donc le Z9. Donc là, on est vraiment sur les deux boîtiers professionnels purs et durs. Le Z6 III et ce que j'appelle moi le Mini Pro, c'est le boîtier qui va être plus compact encore que le Z8 et qui va être équipé surtout d'un capteur à 24 millions de pixels. Donc on passe de 45 à 24. Ça a des conséquences très concrètes sur la capacité du boîtier et du capteur notamment à monter en ISO. Donc c'est un boîtier, le Z6 III, qui sera plus à l'aise quelque part en reportage, en montée en sensibilité. Il sera très à l'aise aussi en vidéo.
Donc on a affaire vraiment à un boîtier qui est hyper polyvalent, qui reprend la quasi-totalité des fonctionnalités du Z8, mais avec, on va dire, une définition, une capacité à monter en résolution qui est plus faible. Par contre, une capacité à monter en ISO qui est plus grande. Le Z5 II, c'est son petit frère. Donc c'est vraiment le boîtier pour ceux qui veulent entrer dans l'hybride plein format, mais avec un appareil qui ressemble en termes d'encombrement à un boîtier très compact type DX. Le DX, il est là. Il est tout seul pour l'instant dans la gamme des Xpeed 7. Tout seul mais vaillant, hein. C'est donc le capteur DX à 16-24 mm et qui descend aussi encore un petit peu en définition parce qu'on passe à 20 millions de pixels. L'idée toujours de Nikon, c'est d'avoir un bon rapport signal-bruit, hein, au niveau de la taille des photosites. Et du coup, on a un capteur un petit peu plus petit et une baisse de résolution pour avoir des photosites qui soient suffisamment grands. Je finis par le ZF, qui est un petit peu l'enfant terrible, on va dire, de la gamme Xpeed 7. C'est celui qui a le plus de personnalité, à la fois en design, en fonctionnalité. L'idée du ZF, c'est vraiment de garder l'essentiel d'un point de vue ergonomique photo et d'un point de vue fonctionnalité. Donc c'est un boîtier en fait qui présentera un certain nombre de fonctionnalités en moins par rapport à tous ces grands frères autour, mais qui peut avoir une approche vraiment on va dire de puriste de la photographie, qui est clairement appréciable. La petite nouveauté aussi que vous trouvez sur le stand juste à côté et sur laquelle je m'étendrai pas parce que je n'en suis pas spécialiste, c'est le fruit du mariage entre Nikon et Red, qui est une société donc très connue dans l'univers vidéo et qui a donné lieu donc à la création d'une fusion ZR, R pour Red, un boîtier qui peut faire de la photo, mais qui est quand même clairement plutôt dédié à la vidéo. Donc voilà très rapidement comment s'organise aujourd'hui la gamme des boîtiers équipés de l'Xpeed 7 et dont on va voir un petit peu quelques éléments en fait de configuration. Je vous présente ici ma configuration un petit peu passe-partout. Vous savez que pour certains d'entre vous qui sont déjà passés en formation Nikon School, je dis souvent qu'on passe beaucoup de temps à explorer les menus pour qu'ensuite, une fois sur le terrain, on ait pu aller régler quoi que ce soit, hein. Donc on va essayer de dégager une configuration qui soit assez polyvalente. Vous remarquerez peut-être que j'utilise un jeu de réglage User. Ça, c'est ce que vous trouvez donc sur la petite molette qui est sur le flanc du boîtier, à côté des modes PSAM. Une fois que vous avez bien repéré ce dont vous avez besoin, vous allez pouvoir vous créer comme ça un jeu de réglage que vous pourrez charger très rapidement au besoin. Cet enregistrement, il se fait tout simplement dans le menu configuration, dans enregistrer les réglages utilisateurs. Donc en gros, vous configurez l'entièreté de votre boîtier, mode d'exposition, réglage d'exposition, tous les menus, réglage perso, photographie, prise de vue photo, ça va être pris en compte dans le jeu de réglage. Donc vous avez vraiment une configuration très complète que vous allez pouvoir donc enregistrer ici. Vous avez aussi, alors peut-être remarqué que mes raccourcis qu'on trouve ici et qui sont accessibles via la touche I sont pas exactement ceux du boîtier de base. En fait, je réorganise un petit peu tout ça à ma sauce et c'est vraiment l'état d'esprit à avoir, je pense, vis-à-vis de son boîtier. De quoi j'ai besoin et comment je veux que ça soit organisé de façon très concrète, de façon très pratique, une fois sur le terrain. Alors, rapidement, je vous présente un petit peu ma configuration, hein. Je rassemble sur la première colonne tout ce qui a trait au rendu d'image. Donc, on a le Picture Control qui va régler tout le rendu donné à notre photo, plus ou moins contrasté, plus ou moins saturé. C'est là qu'on va trouver les monochromes, par exemple, le noir et blanc, et dont on va reparler ensuite parce que il y a eu des innovations récentes en fait de la part de Nikon sur la possibilité de gérer les picture control. Pour ma part, j'aime beaucoup un petit nouveau qui est arrivé avec l'Xpeed 7 qui est le portrait au ton riche. C'est un mode en fait qui
était déjà connu sur la génération d'avant, qui s'appelait Portrait, et qui faisait vraiment attention à ne pas sursaturer les teintes de chair. Le problème, c'est que voilà, en désaturant un peu les teintes de chair, il y avait un aspect un peu globalement peu contrasté, un petit peu désaturé aux images. Donc là, Nikon en fait a juste légèrement désaturé les teintes de chair pour éviter qu'elles montent en voilà. Imaginez, vous faites une photo lors d'une soirée un petit peu arrosée et tout, les gens sont un peu gays. On va éviter qu'ils soient complètement écarlates sur la photo, c'est quand même plus sympa. Par contre, le reste de la scène, ce qui n'est pas teint de chair, va avoir un bon contraste et une bonne saturation. Donc en général, je pars là-dessus. Si la scène le nécessite, je vais changer, mais c'est mon réglage de base. La balance des blancs. Alors là, je m'embête pas. Les automatismes, je trouve, fonctionnent très bien. Et notamment, alors, Nikon est très généreux en termes de réglage. Vous avez trois modes automatiques différents. Je préfère pour ma part l'auto 0 qui est le plus correcteur de tous les types de lumière. Donc que ça soit des lumières chaudes, des lumières froides, vous aurez une correction la plus complète, on va dire, avec ce mode auto 0 que je réchauffe légèrement parce qu'il est tellement bon qu'il a tendance à donner des images un peu froides, un peu cliniques, on va dire, un peu trop précises. Du coup, voilà, je réchauffe très légèrement. C'est très subtil. En fait, vous avez un petit curseur ici. Vous pouvez aller vers la droite pour aller vers les ambrés. B, c'est pour bleu. A pour ambré. Donc, vous allez réchauffer légèrement. Toc. Voilà, ça, c'est mes petits réglages sur le rendu d'image. Ensuite, j'ai une partie qui concerne réduction de vibration et surtout le mode silencieux. Alors ça, étonnamment, le mode silencieux n'est pas en raccourci sur ces boîtiers, alors que ça fait partie, à mon sens, d'un des grands avantages des hybrides, et des Z en particulier, c'est cette capacité qu'ils ont à travailler sans aucun son, c'est-à-dire en chantant l'obturation mécanique. Donc ça, j'aime bien l'avoir sous le coude, de manière à pouvoir l'activer ou le désactiver très rapidement, selon les besoins. En général, je pars d'un mode silencieux activé, je veux pas qu'il fasse du bruit, et pour une raison X ou Y, je vais le désactiver si besoin. C'est quoi les raisons? C'est que ça dérange les gens de pas entendre le son. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Des fois, il fait du son, et, ça dérange tout le monde. Des fois, il fait pas de son, et on dit ouais, il fait pas de son ton truc. Je sais jamais quand tu me prends en photo. Donc bon, là, vous pouvez le réactiver. Et pour les Z, notamment les Z6 III, vous avez toujours un obturateur mécanique sur les Z6 III. Et du coup, il se peut, quand vous soyez en silencieux, que sous des lumières qui scintillent, type LED, et si vous utilisez une vitesse assez élevée, que vous ayez des phénomènes de banding. Ça peut encore arriver, même sur le Z6 III. Donc dans ce cas-là, la solution, c'est de désactiver le mode silencieux pour revenir à une obturation mécanique et qui vous évitera d'avoir ce problème de banding. Donc voilà, ça c'est ce genre de réglage que j'aime bien avoir sous le coude. Ici, c'est plus classique, qualité d'image, format. Bon, ça c'est, je le laisse comme à l'origine. Et puis je mets par contre la zone d'image. Ça, je trouve ça assez intéressant, d'autant plus sur les boîtiers à 45 millions de pixels, parce que vous pouvez en fait cropper donc dès la prise de vue, ce qui vous permet de tout simplement d'optimiser votre flux de travail. Ça, c'est quelque chose, recadrer une image, qu'on peut faire évidemment en post-production sur un logiciel, mais si vous l'avez fait à la prise de vue, le travail est déjà fait d'une part, et le poids de votre fichier et le poids que prend vos images sur la carte, ils sont d'autant réduits. Donc vous pouvez ici venir chercher les différents formats DX. Il y a un format carré également, ou un format plus cinématographique, 16/9. Voilà. Ça, j'aime bien aussi l'avoir sous le coude. Ici, on a la partie qui concerne le contraste. Alors, je vais pas avoir trop le temps de rentrer dans les détails de ces outils dans le cadre de cette présentation. Si vous voulez plus d'infos, vous venez me voir après et je vous en raconte un petit peu plus sur le fonctionnement. Mais vous avez certainement déjà entendu parler, vu qu'on est en grande partie entre Nikonistes, du daylighting actif. Daylighting actif, c'est un compresseur de contraste. Il va à la fois sous-exposer pour protéger les hautes lumières et déboucher les ombres logiciellement. Donc on a vraiment une compression du contraste lorsque les scènes sont un petit peu trop marquées au niveau de l'écart ombre-haute lumière.
En général, mon daylighting, il est activé en mode automatique. L'idée, c'est que l'appareil s'adapte en fonction des situations. Si elle est très contrastée, il va réduire le contraste. Si elle n'est pas très contrastée, il va rien faire. Et si finalement, dans le cours de ma prise de vue, je veux avoir des rendus un peu plus contrastés, un peu plus punchy, ou au contraire que le mode automatique n'a pas assez réduit le contraste, bah, je vais aller soit l'arrêter, le désactiver dans le premier cas, ou au contraire aller le mettre en très élevé dans le second cas où je voudrais qu'il réduise encore plus le contraste. Il faut savoir que le mode automatique se navigue en fait sur les premiers niveaux, mais ne va jamais de lui-même sur le très élevé. Il essaye de rester assez discret et assez subtil. Ici, on a la fusion HDR. Fusion HDR qui va aller plus loin dans la récupération du contraste et notamment du détail dans les ombres. Alors là, autant le daylighting, vous pouvez le laisser tout le temps, il pose aucun problème. Vous pouvez faire de la rafale avec, vous pouvez faire du sujet en mouvement, tout est possible. Autant le HDR, si on le fait sur des sujets en mouvement, c'est qu'on est joueur parce qu'on va avoir des superpositions d'images. L'idée du HDR, c'est que l'appareil va faire 2 photos, une normalement exposée et l'autre surexposée pour aller chercher les ombres, et ensuite va les fusionner. Donc si vous avez décalé ou un sujet s'est décalé dans l'image entre les deux prises de vue, bah, vous allez avoir des petits problèmes. Donc c'est plutôt un outil, pour moi notamment qui fait beaucoup de photos d'architecture, voilà, je fais très régulièrement du HDR, d'où l'idée de le mettre là, mais si vous faites du paysage aussi, tout sujet, on va dire, qui, ne nécessite pas d'arrêter un mouvement, ça peut tout à fait être pertinent. Vous avez un mode, alors ça peut faire peur un petit peu, mais en gros, il suffit de l'activer et puis ensuite vous avez un dosage de l'effet HDR que je vous conseille là aussi de tester sur auto. Vraiment les réglages et les interprétations des boîtiers Nikon sont assez subtils. Je sais que le HDR, ça peut faire un peu peur au début parce que quand on a vu quelques exemples un peu lourds, hein, on va dire, en termes d'interprétation et d'effet HDR, ça donne pas forcément envie. Mais franchement, l'interprétation qui est proposée par Nikon est très très subtile. J'ai une petite colonne qui concerne aussi la gestion à distance. Donc le mode avion, on va en parler après parce que je vais vous faire une petite démo sur NXField, la possibilité de gérer des boîtiers à distance. Et là, bah, le mode avion permet 2 choses. Déjà, quand on prend l'avion, on nous demande de tout désactiver, donc on se met en mode avion au niveau du boîtier. Mais ça vous permet aussi, moi en tout cas, le mode avion, des fois, quand les connexions ont sauté ou se font mal, vous mettez en mode avion, vous revenez, c'est un peu comme un téléphone. Ça fait un espèce de reset sur le réseau qui, des fois, fait du bien au boîtier. Donc, j'aime bien l'avoir sous le coude parce que je prends pas l'avion non plus tous les 2 jours. Enfin, je sais pas, voilà, la vie du photographe de rêve qui va aux Bahamas tous les 2 jours. Mais voilà, le mode avion, moi, il me permet de rebooter surtout le boîtier. Dernière colonne, hyper importante, que je pense vous avez à cœur de bien régler également, c'est tout ce qui est autofocus. Alors là, j'ai une config qui est assez simple. On va s'étendre un petit peu plus sur cet aspect-là. Déjà, vous savez qu'en autofocus, faut régler 2 choses, le mode de mise au point, AFS ou AFC, et le mode de zone. Sur le mode de mise au point, je suis devenu, avec les années et la progression de la qualité de l'AF des boîtiers, de plus en plus radicale, on va dire. Je suis toujours en AFC. J'ai fait un trait quasiment définitif sur l'AFS. Vous savez que la différence entre les deux, c'est que l'AFS ne fait qu'une seule mise au point et ça vous permet de verrouiller en fait ce point tout en recadrant. Et l'AFC fait une mise au point en continu. Moi, mon calcul et ma constatation surtout sur les boîtiers, c'est que qui peut le plus peut le moins. Le boîtier est capable de voir qu'un sujet bouge et de l'accompagner. On va voir après comment je peux lui dire quel sujet je veux qu'il traque. Mais il est aussi capable de voir que le sujet bouge pas. Et du coup, ça va être très rare les situations où on aurait besoin de recourir à la technique type AFS. Tiens, je verrouille et je recadre. Si c'est le cas, voilà, ça peut arriver 2 fois dans l'année, mais si c'est le cas, il est très simple de verrouiller l'AFC, tout simplement en appuyant sur la touche dédiée qui a été prévue. C'est la touche, le joystick secondaire. Quand on appuie dessus, sur un ZX3, Z Pro,
ou bien sur la touche AEL AFL, pour ceux qui n'ont pas ce joystick secondaire, on va avoir un verrouillage de la mise au point. Donc pour les rares cas où on en aura besoin, finalement, la procédure est pas beaucoup plus compliquée. Donc, moi je suis toujours en AFC. Après, c'est la question des modes de zone AF qui est plus intéressante parce que c'est super important et il y en a beaucoup. Quand vous parcourez un peu les modes de zone AF, on a du choix quand même, hein. D'autant plus en AFC parce qu'il y a certains modes qu'on a en AFC qu'on n'a pas en AFS. Alors là aussi, moi j'essaie toujours d'avoir une configuration la plus simple, polyvalente, souple possible. Et j'ai trouvé mon bonheur avec le mode Wide C, WC, Wide Custom. Je prends toujours garde à le dire à l'anglaise parce que à la française c'est moins classe. Donc Wide Custom, il fait quoi? Il fait une détection. Alors là, je vais me mettre en retour image. Il va faire une détection sur l'ensemble de la zone délimitée par le cadre rouge. Vous voyez qu'il y a un cadre rouge qui est tout autour là. Ça veut dire que le Wide Custom, il est capable de faire une détection de sujet sur la totalité quasiment du capteur. On est à 95% de couverture en termes de détection. Alors là, évidemment, vous êtes sacrément nombreux, donc il va me proposer... qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? À chaque fois, j'étais sûr que ça allait tomber sur vous. Voilà, il propose en fait des visages qu'il a captés. Mais vous imaginez bien que dans cette situation-là, un automatique qui scanne tout le monde, vous êtes 750, je crois, à vue de nez comme ça, là, ça va être galère. Donc, la possibilité que vous offre le Wide Custom, c'est de très rapidement et à la volée, en allant chercher le réglage de l'AF, donc soit la touche Function 2 sur les boîtiers non Z8, Z9, soit la touche dédiée sur le côté pour les Z8, Z9, vous pouvez avec cette touche aller définir une zone à analyser qui soit plus restreinte. Vous savez qu'en fait, là par exemple, ça va être le premier rang qui va m'intéresser. Donc je vais faire une petite case comme ça, voilà, un peu plus réduite, vous voyez. Et je sais que ma détection va se faire que dans cette zone-là. Et je peux le faire à la volée de façon assez simple, vous voyez. J'appuie sur la touche et je joue avec le joystick à l'arrière. Vers le haut pour l'élargir verticalement, vers la gauche ou la droite pour l'élargir horizontalement. Je vais le faire comme ça, regardez, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus clair. Tac, j'appuie sur la touche de réglage de la F et avec mon joystick, je définis la forme que je veux. Je peux même envisager de travailler avec une zone complètement réduite qui nous fait penser à un bon vieux mode sélectif où il ne travaille que sur une toute petite zone. Ça veut dire que, évidemment, le mode sélectif vous est proposé dans la liste, mais au même titre que les Wide S, qui sont une zone un peu plus petite, etc. En fait, on se rend compte qu'avec le Wide C, la plupart des modes qui sont proposés ne sont pas utiles. On peut le faire nous-mêmes à la volée avec cette astuce. Donc moi, je travaille principalement, vous voyez, la Wide L, Wide S et sélectif, on a l'équivalent. Donc je travaille principalement dans ce mode-là, par défaut, avec une zone en général qui est très large, de base, et puis s'il y a besoin, on affine. Après, il y a un deuxième mode que j'aime beaucoup, c'est le mode suivi 3D. Alors celui-là, il existe depuis un moment. J'ai évoqué tout à l'heure la naissance de l'X-Speed avec le D3, D300. Le suivi 3D est apparu avec cette génération-là. Donc c'est en 2007, je vous laisse faire le calcul. Ça fait une bonne vingtaine d'années. Donc le suivi 3D, on le connaît. Le principe, c'est de dire à l'appareil où est le sujet qui nous intéresse. Donc là, vous voyez, on a une détection même de la part de l'appareil du visage de la personne. Là, je fais exprès de venir... Alors, je sais pas quel est votre prénom. Catherine, voilà. Je viens pas sur le visage, parce que ça, évidemment, c'était possible sur les réflexes. On mettait sur le visage. Il faut les faire attention à mettre sur le visage. Maintenant, on n'a plus besoin de le mettre sur le visage. On met sur quelque part, en fait, où se trouve le sujet. Et puis, l'appareil va aller détecter directement l'œil. Donc, une assistance hyper intéressante. Évidemment, je vous ai pas montré, mais tous les modes, et notamment donc suivi 3D, sont associés à un certain nombre de modes de détection, des visages, des animaux, chiens, chats, des oiseaux, donc plus spécifiquement des véhicules, des avions,
ou d'une désactivation de toute reconnaissance, ce qui voudrait dire par là qu'on demande à l'appareil de privilégier le premier plan. Quand vous désactivez tout, ça veut dire tu travailles sur le premier plan, voilà, point barre. Par défaut, toutes les reconnaissances sont activées. Donc potentiellement, si quelqu'un était venu avec son chien, je pense que ça doit être interdit, j'imagine, mais si quelqu'un était venu avec son chien, l'appareil aurait pu me proposer soit le maître, soit le chien. Si vous voulez que ça soit que le chien qui soit pris en compte, bah évidemment, c'est là l'idée de ségréguer un peu les reconnaissances. On lui dit, bah, t'es capable de reconnaître les visages, mais moi je te demande de vraiment te concentrer sur les chiens ou les chats. Voilà, donc très simple. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mon passage entre le White Custom, j'y retourne, hop. Le passage donc entre mon White Custom dans lequel je suis là et mon suivi 3D s'est fait très rapidement. En fait, je suis pas passé par la touche I ou par la touche de réglage de l'AF. En fait, j'ai tout simplement configuré une touche, la touche Function 1, pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Ça, je vais vous montrer où ça se trouve parce que c'est quelque chose qui est assez puissant. En vrai, là, je le sous-utilise presque en fait, cette possibilité, parce que vous allez voir, on peut en fait d'une pression sur la touche qu'on souhaite faire basculer le boîtier dans une configuration très très différente sur pas mal d'aspects. Alors là, je l'ai fait en parlant. C'est en F2. Ceux qui sont perdus dans les menus, vous pourrez me demander après, je vous remontrerai. C'est réglage commande perso et chapitre F commande et F2. J'ai choisi donc de le faire sur la touche Function 1. Je vais chercher le réglage de la touche Function 1. Et parmi les très nombreuses options qui vous sont proposées, il y en a une, elle est assez récente, hein, donc si vous n'avez pas fait gaffe ou vous aviez un boîtier qui était plus ancien, ben vous ne l'avez sûrement pas repéré. Ça s'appelle rappeler les fonctions de prise de vue, qui existent en deux modes, tout court ou temporisé. Moi, je préfère le mode temporisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ici, donc, vous avez tous les éléments sur lesquels vous voulez que l'appareil bascule. Donc, imaginons que vous étiez en priorité ouverture, vous voulez basculer en priorité vitesse. C'est possible. Vous voulez appliquer une correction d'exposition parce que vous savez qu'à un moment, la lumière va s'éteindre et puis vous avez pu prévoir le coup et vous allez appliquer une correction d'expo. Vous pouvez changer la sensibilité ou basculer d'un coup de bouton sur une sensibilité automatique. Vous pouvez changer le mode de mesure de lumière, la balance des blancs, etc. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de possibilités de modification, passer en mode rafale ici. Et surtout, moi ce que j'ai fait, c'est changer le mode de zone AF. Et là, je lui ai dit, quand j'appuie sur la touche Function 1, je veux que tu bascules en suivi 3D. Donc voilà, l'astuce. Pourquoi je l'ai choisi en mode temporisé? Parce que ça me permet de ne pas avoir à maintenir enfoncé la touche pour rester en suivi 3D. Je vais y rester tant que je veux, autant de photos que je veux, jusqu'à ce que je rappuie sur la touche Function 1. Donc l'autre mode non temporisé, c'était maintenir enfoncé la touche pour rester dans ce suivi 3D. Il y en a qui préfèrent, moi franchement j'aime pas trop avoir des touches à maintenir enfoncées, donc je l'ai pris en mode temporisé. Voilà un petit peu la config telle que je la configure, moi, je la préfère en tout cas sur le terrain. Je vais vous montrer maintenant tous les éléments d'optimisation du flux de travail. Je surveille l'heure parce que quand même le temps passe vite et je voudrais qu'on ait quelques temps quand même pour les questions qui, j'imagine, vont être nombreuses. Alors, vous avez plusieurs éléments proposés par Nikon pour optimiser le flux de travail. Là, vraiment, l'idée, c'est de permettre aux photographes de pas, entre guillemets, perdre du temps sur la post-production. Je mets des guillemets parce que je sais très bien qu'il y a des photographes qui sont attachés à l'idée de faire de la post-production. Ça, je peux en faire partie. Et des fois, il y a des photographes dont je fais partie aussi. Moi, ça dépend des commandes, en fait. Où si on peut se passer un peu de post-prod,
Ou bah, si on sèche un peu, tiens, on n'a pas vraiment d'idée, là, j'ai une prise de vue à faire demain, je sais pas trop quelle ambiance j'ai envie de mettre. Et ben en fait, Nikon propose via un site internet qui s'appelle Nikon Imaging Cloud d'aller télécharger en fait des rendus. Je vous montre rapidement comment se présente l'interface sur le hop. Voilà, donc ça s'appelle Nikon imagingcloud.nikon.com et vous allez avoir en fait un certain nombre de recettes, hein, Nikon appelle ça des recettes proposées par des artistes, photographes qui ont en général une patte un peu voilà un peu particulière, un peu tranchée, un peu cinématographique. Ça c'est une approche que les vidéastes en fait ont beaucoup cette façon à l'étalonnage d'interpréter, de donner vraiment une atmosphère qui n'est pas photoréaliste, qui n'est même pas forcément réaliste du tout, mais qui va projeter le spectateur dans une atmosphère. Et donc voilà, vous avez beaucoup d'artistes qui font partie du programme. Là, je vous en ai sélectionné 3 pour l'exemple. Et vous allez donc ces recettes pouvoir les envoyer ensuite vers votre appareil. Vous allez les retrouver donc dans le Picture Control, au même titre que les autres, dans la partie, hop, je descends, voilà, euh, Cloud Picture Control, ça s'appelle. Donc voilà, les 2 que j'avais sélectionnés, je lui ai demandé de les envoyer sur ce boîtier pour pouvoir les utiliser. Alors ça, ceux qui étaient là l'année dernière, vous allez me dire: «Ouais, tu nous l'as déjà fait le Nikon Imaging Cloud, on connaît, on ne peut pas nous le faire tous les ans». Bon, je relève le défi, je vous montre un autre truc qui lui est plus récent et qui s'appelle le Flexible Color Picture Control. Vous avez en fait la possibilité d'optimiser vos picture control de façon plus poussée et notamment en intégrant la question de l'étalonnage des couleurs, ce qu'on appelle le color grading. Je vous fais une démo très rapide sur une image qui a été faite, enfin, a été choisie plutôt à dessein. C'est le moment où je danse normalement. Elle a été choisie à dessein parce qu'elle n'a pas été faite avec un boîtier Xpeed 7. C'était avec un Z6 II. Pour vous montrer que voilà, je suis pas non plus exclusif Xpeed 7, je suis inclusif moi, Xpeed 6 également. Cette image donc faite au Z6 II, vous pouvez depuis NX Studio qui, je vous le rappelle, est le logiciel gratuit proposé par Nikon qui est vraiment top, simple, puissant, efficace et qui vous permet d'assurer le flux le plus cohérent entre ce que vous faites sur le boîtier et ce que vous retrouvez ensuite en post-production. Notamment les picture control. Vous avez 2 possibilités dans vos Picture Control, soit d'activer uniquement ceux qui sont compatibles avec l'appareil photo. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas les Flexible Color parce que c'est avec le nouveau système. Mais dans ce cas-là, vous demandez le système le plus récent. Et là, vous allez avoir dans la liste des Picture Control les couleurs modulables. Donc Flexible Color, couleurs modulables. Vous connaissez l'attachement de Nikon à traduire en français tous les termes. Hein, c'est des fois, bon, faut s'y retrouver. Donc, couleur modulable, vous allez pouvoir faire les choses qu'on faisait avant. Donc, réglage de la clarté, notamment, hein, un curseur que les utilisateurs de produits Adobe, notamment, connaissent pour renforcer l'effet de texture dans l'image. Vous allez pouvoir aussi jouer sur l'accentuation des détails plus fins. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà avant. Mais vous allez avoir accès aussi maintenant au niveau de blanc, notamment. Là, vous allez pouvoir en fait jouer, pour ceux qui connaissent, sur le point blanc, le point noir d'un histogramme qu'on aurait sur des logiciels, voilà, type Photoshop ou Lightroom. Donc là, je vais monter le niveau du blanc, du pixel le plus clair, et puis pareil, le niveau du noir, je vais le baisser un peu. Je joue évidemment là sur le contraste global de mon image. L'idée, imaginons sur cette image, c'est de faire davantage ressortir l'inscription, la typographie sur la vitrine. Ça, c'est nouveau. J'ai un mélangeur de couches et de couleurs. Je vais pouvoir, par exemple, jouer sur la saturation de couleurs spécifiques. Ma typographie, elle est rouge. Bah, je vais aller sur les réglages de saturation et lui dire, je veux que tu m'envoies bien la saturation là, spécifiquement sur les rouges pour que ça ressorte. J'ai une petite tache bleue là. J'aimerais bien que les bleus y ressortent un peu. Je vais aller chercher les bleus.
hop, je vais les pousser. Je peux aussi peut-être, ça peut être intéressant ici, jouer sur la luminosité de certaines couleurs et notamment, le rouge si je veux qu'il ressorte. Voilà, je vais lui demander de renforcer la luminosité de mes teintes rouges. Donc ça commence à être intéressant dans l'affinage, vraiment, précis de nos réglages et puis on va trouver, comme je vous le disais, la partie, color grading, étalonnage, colorimétrique en français, où vous allez pouvoir jouer spécifiquement sur, les hautes lumières, les tons moyens, les ombres. Je vous montre rapidement, par exemple, sur les ombres. J'aimerais bien, comme c'est un intérieur, les ombres, j'aimerais bien que ça soit un peu plus chaud, qu'il y ait le côté, éclairage d'intérieur. Et ben, je vais aller donc chercher dans ma liste les ombres et je vais aller sur ma roue chromatique, déplacer mon curseur vers les teintes chaudes. Alors, je vais y aller franco, histoire que vous voyez bien la différence. Vous voyez là, un peu à la truelle, hein, ma retouche, évidemment. Une bonne retouche, une retouche qui se voit pas. Bon, là, je vais pas avoir une bonne note, hein, clairement. Donc, je reviens un petit peu, je me calme. Vous avez les curseurs aussi qui sont là pour vous aider. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire là, c'est en fait jouer sur l'axe des teintes et l'axe des saturations. Donc, rien ne m'empêche de le faire aussi par là, de calmer le jeu un peu sur le réchauffement des ombres et de le faire avec le curseur. Si je veux maintenant que mes hautes lumières, qui sont à l'extérieur, jouer sur un petit côté chaud-froid, je vais aller sur les hautes lumières et puis là, je vais aller mettre un petit peu de bleu, plus ou moins saturé, suivant l'importance que je veux donner à ma différence. Là, c'est un petit peu fort, c'est pour vous montrer un peu l'idée. Et je vais essayer de trouver le bon équilibre. Donc, tout ça pour vous montrer qu'aujourd'hui, avec un logiciel qui est quand même, encore une fois, un logiciel gratuit, qui est pas un logiciel type Lightroom, on peut aller très loin quand même dans les réglages et surtout l'intérêt, et c'est là où l'optimisation du flux de production va se trouver, c'est que ce Picture Control, je vais pouvoir l'envoyer au boîtier via l'interface ici, Picture Control personnalisé. Donc, hop, je vais dire exporter le Picture Control personnalisé. Je vais l'envoyer sur la carte mémoire de mon appareil et ensuite, depuis la carte mémoire, je vais l'importer sur le boîtier en allant dans Gérer le Picture Control et Charger enregistrer. Là, il va aller sur la carte, chercher les Picture Control qui s'y trouvent et vous allez pouvoir du coup, dès la prise de vue, appliquer les réglages fins que vous avez fait dans NX Studio. Donc c'est vraiment cette synergie, on va dire, très forte entre la post-production et l'acte de prise de vue que propose Nikon aujourd'hui avec ses solutions. Donc. Alors, les autres nouveautés. Hop, je vais revenir sur mon petit PowerPoint. Tac, vous l'avez? Non, vous l'avez pas. Alors attendez, hop, je vous le renvoie. Voilà. Donc, ça s'appelle le Flexible Picture Control ou, on l'a vu, couleur ajustée. La connectivité, ça, pareil, on l'avait vu l'année dernière, la connectivité via câble USB. C'est toujours bon de le rappeler que c'est possible de travailler en connexion du boîtier et en contrôle à distance du boîtier via le câble USB ou sans câble d'ailleurs, avec la solution NX Tether. NX Tether, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est téléchargeable sur le site de Nikon, qui remplace, pour ceux qui le connaissaient, Camera Control Pro, qui était payant et qui n'était pas donné quand même. Donc, merci Nikon, proposer comme ça une solution qui est gratuite et qui est fiable. Je vous en avais fait la démo l'année dernière. Et cette année, je voulais aller un petit peu plus loin dans les solutions de connectivité et vous montrer en fait une solution assez bluffante de contrôle à distance des boîtiers, mais potentiellement de plusieurs boîtiers à distance. Alors, ça s'appelle NX Tether. Le logiciel est gratuit également, donc ça se télécharge sur une tablette ou sur un smartphone, uniquement, en tout cas pour l'instant, iOS, donc iPhone ou iPad. C'est pour ça qu'ici, j'ai ramené mon iPad. Et vous allez pouvoir en fait
appairer le nombre de boîtiers que vous voulez pour transformer en fait votre tablette ou votre smartphone en régie de contrôle à distance. Alors, je vous montre, ça se présente comme ça. Là, on est dans l'interface NXField qui sort de l'iPad. J'ai appairé 2 boîtiers. Donc là, hop, je vais mettre celui-ci ici, celui-ci là. Hop, je vais activer l'appairage. Donc là, je réveille j'ai appuyé ici. Il n'y a pas de souris, hein, vous voyez pas. J'ai appuyé ici pour activer en fait tous les boîtiers qui ont été mis dans le même groupe. Évidemment, alors si vous voulez en détail la procédure, etc., je pourrais vous la montrer. Vous avez des très bons tutos d'ailleurs là-dessus sur le Nikon France YouTube. Et donc j'ai créé un groupe de boîtiers qui s'appelle le Salon 2025, dans lequel donc se trouvent 2 Z6 III, mais on peut mettre d'autres boîtiers type Expeed, bien sûr. Et ces boîtiers donc vont pouvoir être gérés individuellement. C'est-à-dire que si je veux finalement en activer qu'un, je peux individuellement chanter un des 2 boîtiers, si ça me chante. Hop, je le réactive. Et en fait, l'idée, ça va être de pouvoir les régler à distance. C'est-à-dire que si je veux aller régler le boîtier de gauche, je vais aller pouvoir, dans Caméra Contrôle, changer par exemple, voilà, je suis en quel mode là? Ouais, je suis en mode A. Alors, je vais plutôt aller dans l'Aperture Value. Hop. Je vais pouvoir changer mon ouverture. Je vais pouvoir changer ma balance des blancs, mes ISO. Enfin, énormément de choses sont configurables à distance. Je peux changer les réglages d'autofocus. Je peux changer les réglages de format de fichier, etc. Donc, vraiment, vous avez quasiment la totalité de réglages de votre boîtier sur votre iPad. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez déclencher la prise de vue à distance. Individuellement, là, je clique sur la petite icône qui est là. Donc là, c'est que l'appareil concerné qui shoot. Et je peux aussi, en appuyant sur ce bouton-là, déclencher tous les boîtiers de façon synchronisée. Là, ils partent tous en même temps. Pas mal. Ça commence à être intéressant. Vous avez aussi la possibilité d'activer ici le Live View, qui va vous permettre de voir en direct ce que voient vos différents boîtiers. Donc là, vous avez celui-ci, voilà, c'est l'autre, voilà, il est là, celui-là. Donc là, c'est celui qui est ici. Et puis l'autre boîtier, bah, il est là. Voilà, ça tombe sur vous. Bonjour. Et je vais pouvoir, là, pareil, déclencher tel boîtier, ou bien j'observe une action qui est en train de se dérouler. Le but arrive, tac, et au moment où le but arrive, hop, je peux déclencher l'intégralité de mes boîtiers en jeu, mes 20 boîtiers simultanément. Donc c'est des solutions qui quand même sont très puissantes, intéressantes, que vous pouvez donc mettre en œuvre. C'est marrant les deux. Il vous met des lunettes design, Nikon. Vous pouvez mettre en œuvre voilà, de nombreux boîtiers, évidemment. Ce genre de configuration à multi-boîtiers, etc., va pas forcément concerner tout le monde parmi vous, mais sachez qu'il est possible de le faire aussi avec un seul boîtier. À ce titre, je dirais que c'est une alternative à une application que vous connaissez peut-être, qui est SnapBridge, qui permet d'avoir un outil peut-être plus professionnel quand même, très fiable, très stable, et que voilà, vous utilisez pour votre boîtier unique. Voilà, ça s'appelle NXField. Je vous invite à le tester. Ça marche super bien. Ensuite, dans l'idée toujours de pouvoir gérer les choses un peu à distance, et puis éventuellement de laisser l'appareil travailler à votre place, les Expeed 7 proposent une fonctionnalité maintenant de déclenchement automatique. Vous allez dire à l'appareil, qu'est-ce qui vous intéresse? Les visages, les animaux, dans quel sens ça vous intéresse de les capter? Et lui, ensuite, va automatiquement, quand il détecte quelque chose de ce type, faire la prise de vue. Donc ça se trouve dans le menu prise de vue photo tout en bas. Tac, 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 j'y arrive, voilà.
Ça s'appelle prise de vue automatique. Et l'idée, en fait, va être, voilà, si je vais dans régler, vous allez avoir plusieurs types de critères, en fait, que vous allez demander à l'appareil de prendre en compte. Le type de mouvement, donc le sens, la vitesse, la détection, donc le type de sujet. Si vous voulez pas qu'ils prennent en photo les joggers, mais les biches qui se carapatent, vous lui dites ici que vous voulez intégrer dans vos critères une détection, et vous pouvez aussi intégrer un critère de distance. Vous voulez pas les biches qui sont à 20 mètres, vous voulez les biches qui sont à 3 mètres, vous allez dire, bah voilà, tu te concentres sur la zone 3 mètres. Là, je vais vous faire une petite démo rapide sur uniquement type de mouvement et puis type de sujet. Donc là, dans ce genre d'interface, sortez pas le manuel, etc., indigeste. Suivez un petit peu ce qu'il vous dit, l'appareil. Et il vous dit là, si tu veux revenir en arrière, t'appuies sur I. Si tu veux sélectionner un des critères, t'appuies sur OK. Si tu veux rentrer dans sa configuration, t'appuies sur Loop plus. Là, je suis rentré dans la configuration des différents critères. Le critère mouvement, je vais pouvoir donc lui dire si la vitesse doit être très rapide ou si dès la vitesse lente, il le prend en compte. La taille du sujet, est-ce qu'elle doit être très grande ou dès la plus petite taille, il la prend en compte. Et puis surtout, ce que je trouve intéressant, le sens de déplacement, ce que je vous disais. Si vous voulez qu'il ne chope que les biches qui passent comme ça, bah vous lui dites tout ça, tu me le désactives, moi je veux que du mouvement de droite à gauche. Hop, là je vais donc repartir pour confirmer. Et puis, le critère de détection de type de sujet, ça, on l'a vu tout à l'heure, type de sujet, j'appuie sur Loop moi, et je vais pouvoir lui dire, si je veux que ça soit que les personnes qui soient prises en compte, je lui dis ici que c'est que les personnes. Une fois que j'ai fait tous mes réglages, hop, je ressors, touche I, hop, suivant. Là, je vais appuyer sur la touche REC pour lancer la prise de vue automatique. Donc c'est un peu comme un film, mais qui va se faire que lorsque je vais démarrer. Donc là, il est en attente. Je vais essayer de passer dans son champ. Vous me dire, tac, 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 tac. Là, il est en train de prendre des photos. Si vous voyez. Là, c'est des arrêts de prise de vue. Là, il fait rien. Je suis pas dans le bon sens. Là, il shoot. C'est magique quand même. Bah, ce qui est magique, c'est que le photographe, il fait plus rien, quoi. Il met ça. Après, si vous faites sur de l'animalier, il faut être un peu sûr de vous au niveau placement de votre boîtier. Si vous mettez ça dans un sentier très fréquenté le dimanche, c'est à vos risques et périls, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment des outils très puissants. Là, j'ai plein de photos de moi, je suis super content. C'est des outils vraiment très puissants, très simples. Alors, au début, il faut tâtonner un peu, voir un peu tous les critères, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vous ai épargné le critère distance, qui est encore plus poussé en termes de sélection. Mais vous pouvez vraiment faire des choses très intéressantes avec ça. Il y a un camarade hier qui m'a demandé après la conférence, et je peux mettre ça en caméra de surveillance, quoi. Donc j'active détection de visage. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive près de chez lui, il prend les photos. Je dis ouais, pourquoi pas, on fait ce qu'on veut en fait avec ces boîtiers. Alors dans les fonctionnalités, on va dire, qui change un petit peu la vie du photographe et qui fluidifie un peu son travail. Il y a des choses que je vais très rapidement évoquer parce que on en avait déjà parlé l'année dernière et je pense que vous les connaissez, mais je reviens dessus. Le focus stacking, c'est-à-dire cette possibilité de demander à l'appareil de faire du bracketing de mise au point pour les prises de vue à courte distance, type macro, c'est évidemment toujours proposé. Et désormais, ce qui est possible de faire avec le focus, avec l'option décalage de mise au point, c'est de la combiner avec quelque chose qui est plus récent, qui est le pixel shifting. Alors ça, pareil, on va voir ceux qui étaient là l'année dernière. Pixel shifting, je vous avais fait la démo. L'idée, en fait, c'est de transformer votre capteur de 45 millions de pixels en capteur de 100 millions de pixels en faisant juste des petits décalages du capteur
d'un demi-pixel ou d'un pixel pour optimiser la couleur, pour optimiser le rendu des détails, pour optimiser aussi la baisse de bruit. Et donc ça, c'était jusqu'à présent séparé. On pouvait faire l'un ou l'autre. Maintenant, on peut combiner les deux. Donc là, ça fait évidemment beaucoup d'images, mais on est clairement sur des solutions d'optimisation d'images très poussées, très techniques hein, quelque part, mais qui sont possibles à mettre en œuvre et de façon assez simple finalement. On a aussi des solutions qui sont plus dédiées à la partie Z50, Z5, notamment le mode présentation, c'est-à-dire que les boîtiers sont capables de s'adapter à des flux de type autofilmage, streaming, avec cette cette petite possibilité en fait de lorsque vous avancez un boîtier. Alors j'imagine, je vais prendre un exemple plus concret que les sucettes peut-être pour vous. Vous regardez des tutos de photographes quand il vous montre un menu comme ça, bah, c'est cette possibilité qu'au moment où on fait ça avec son boîtier pour montrer le menu, il aille faire la mise au point sur le menu et pas rester sur le visage du présentateur. Donc c'est un mode activable dans le menu prise de vue photo. Je ne sais pas s'il y a des streamers parmi vous, des youtubeurs très connus. Vous pouvez aussi connecter votre boîtier directement à des interfaces de stream. Donc ça, c'est des choses qui sont voilà assez récentes, plutôt typées Z50, mais qui sont très cool pour ce genre d'usage. Voilà. Donc cette présentation assez rapide, bien sûr, pas exhaustive. Je vais vous laisser un peu poser les questions que vous souhaitez, mais vraiment ce que je voulais souligner en conclusion de cette présentation, c'est la cohérence du système Z associé à l'Expeed 7. C'est-à-dire que l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai montrées là, elle est commune à tous les boîtiers. Je mettrai un petit peu à part le ZF, comme je l'ai dit en introduction, qui a un peu sa personnalité propre et qui a certaines choses qu'il n'intègre pas. Mais globalement, on va avoir vraiment une cohérence de gamme. Et ceux qui n'ont pas l'Expeed 7, bah, dites-vous bien que c'est pas de la part de Nikon une raison, on va dire, commerciale, marketing, etc. C'est que vraiment, pour activer ces fonctionnalités, rendre possible ces fonctionnalités, bah, il faut un cerveau qui carbure un petit peu quoi, aux amphétamines. Et c'est le cas de l'Expeed 7. Je vous invite donc à ouvrir la session questions-réponses. On a quoi 5-10 minutes, on va dire. À l'issue de cette conférence, je vous invite à rester assis sur ces charmants bancs très confortables, j'imagine, pour suivre la présentation de la ZR, donc par Lucas, qui vous dira tout sur ce petit bijou de dédié vidéo et qui suscite beaucoup de curiosité et de convoitise, me semble-t-il. Alors, est-ce que vous avez des questions? Peut-être pas, parce que j'ai été très clair et que finalement, il n'y a rien à ajouter. Ouais. Alors, je vais essayer de faire tourner le micro. Bonjour, et d'abord merci pour la présentation. Juste une question, sur le mode 3D, tu vois qu'il choisit un œil, mais tu dis je veux pas celui-là, je veux celui du voisin derrière. C'est avec le joystick. En fait, y compris pour les visages, quand il détecte plusieurs visages, il y a une petite flèche souvent qui apparaît et qui permet en fait juste, c'est un peu comme si on naviguait dans les collimateurs, sauf que les positions de collimateurs sont prédéterminées par l'appareil. J'ai découvert la version du logiciel de traitement à post-production que j'avais classé dans la catégorie des trucs qui n'étaient pas capables de faire grand-chose. Il y a un point dont vous n'avez pas du tout parlé, et je ne sais pas quelles sont vos recommandations, c'est comment faire pour gérer les bases de données de photos. Les bases de données de photos, les milliers de photos qu'on gère. Moi, je sais pas si on prend Lightroom par exemple, il sait faire ça très bien. Est-ce qu'il y a des outils Nikon sur ça pas vraiment. En fait, le NX Studio que je vous ai montré est un outil très bien pour la retouche, la gestion dossier par dossier. Par contre, il n'y a pas de recherche métadossier, on va dire, hein, d'une part, et il y a des outils de filtrage par note, alors, on peut saisir des mots-clés, mais on peut pas faire de recherche par mots-clés. Donc, c'est un outil qui n'a pas la dimension de catalogueur que peut avoir un Lightroom ou un Capture One, clairement.
c'est pour ça que je vous le présentais plus comme une solution vraiment, je pense, pertinente pour les gens qui n'ont pas encore de solution ou de besoin très poussé, ou qui tout simplement souhaitent un logiciel qui soit gratuit et qui tienne la route, quoi. Ouais. L'autofocus, j'utilise beaucoup la capture d'oiseaux, enfin la reconnaissance d'oiseaux. Ouais. Par contre, en capture automatique, vous n'avez pas l'oiseau. Comment je peux gérer la capture automatique sans avoir le pré-réglage sur les oiseaux? Parce qu'on n'a que les chats, les personnes et je crois les avions. Est-ce que Nikon va faire quelque chose pour mettre aussi... Là aussi, il faut clairement surveiller les mises à jour. Mise à jour. C'est vraiment quelque chose qu'on constate, et notamment avec le recul qu'on a sur le Z9. Ouais. Ce qu'est le Z9 aujourd'hui par rapport à ce qu'il était il y a 3 ans est hallucinamment différent. Ils auraient pu l'appeler le Z6 4, je pense. Alors, et du coup, voilà, c'est des choses qui sont implémentées au fur et à mesure en fonction. Nikon a à cœur de ne pas proposer des solutions qui fonctionnent qu'à moitié. Donc vraisemblablement là sur les oiseaux, il doit y avoir des choses à préciser, on va dire. Mais faut surveiller les mises à jour. Elles sont quand même assez fréquentes et en général assez colossales sur les nouveautés et les possibilités. Donc OK, super. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre attention, votre participation, et puis je vous souhaite un beau salon. Merci Roland.